Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Cette semaine, place à une édition spéciale, une rétrospective de vos reportages préférés pour vous faire revivre l'actualité de vos régions autrement. Voici d'ailleurs le tout premier reportage. Elle dort toujours, mais inquiète de plus en plus et menace de se réveiller prochainement. Aux prêcheurs, l'heure était à la mobilisation générale. Habitants, secours et services de l'État ont participé à un exercice grandeur nature pour se préparer à une éventuelle éruption. Sac sur le dos et consigne en tête, chacun devait suivre le protocole prévu en cas d'alerte volcanique. Évacuation par bus, prise en charge par la mer, recensement des habitants, tout a été pensé pour tester les dispositifs de sécurité en conditions réelles. Dans une commune directement exposée au risque volcanique, la préparation et les bons réflexes peuvent faire la différence. Lorsqu'on est préparé, on peut toujours mieux anticiper. Néanmoins, on sait forcément que le stress peut toujours prendre place. Mais je pense que quand on est préparé, c'est quand même mieux. Donc je pense qu'il faut le faire régulièrement. Au total, près de 700 participants et 12 communes ont été mobilisés. Pompiers, agents municipaux, forces de sécurité et services de l'État ont testé leur coordination dans un scénario de crise au plus proche de la réalité. L'objectif, informer les habitants et éviter tout mouvement de panique en cas de catastrophe naturelle. Depuis l'année dernière déjà, nous avions commencé par une grande réunion avec l'Université populaire où nous avions déjà sensibilisé les gens au risque volcanique. Aujourd'hui, ce n'est qu'une phase concrète de ce que nous avions annoncé en amont. Depuis 2020, la montagne Pelée est placée en vigilance jaune. Et ces derniers jours encore, plusieurs centaines de séismes ont été enregistrés par l'Observatoire. Pour les autorités, même si aucun danger immédiat n'est identifié, le risque volcanique reste une réalité à anticiper. Je pense faire partie d'une génération qui, de son vivant, connaîtra une éruption volcanique ici en Martinique. Peut-être pas l'année prochaine, peut-être dans 5, 10, 15 ans. Peut-être pas comme en 1902 aussi catastrophique, mais je suis persuadé que nous connaîtrons une éruption. Donc c'est quelque chose de sérieux, il faut vraiment s'y préparer. Pour rappeler que face aux risques naturels, l'anticipation reste la meilleure protection. Tout autre chose dans l'actualité maintenant, les vélos épaves qui sont un véritable fléau dans les centres-villes. Je vous parle d'ailleurs de ces vélos laissés à l'abandon sur les arceaux de stationnement avec bien souvent les roues ou la selle en moins. Ils polluent l'espace public et empêchent les cyclistes de garer leurs bicyclettes. À Bordeaux, c'est le cas. La mairie a donc décidé d'agir. Regardez comment avec ce reportage de TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest. Véritable parcours du combattant, garer son vélo à Bordeaux est souvent synonyme de galère. C'est parfois difficile, il faut trouver un poteau ou comme ça pour s'accrocher. Et pour cause, les 17 350 arceaux de stationnement de la ville sont parfois occupés par des vélos abandonnés ou en très mauvais état. Pneus à plat, avant-arrière, donc ça roule pas, plus de frein. On peut tomber sur des vélos aussi où il n'y a plus de selle, où il n'y a plus de roues avant, plus de roues arrière. Depuis l'arrêté du 19 septembre 2025 pris par la mairie de Bordeaux, cet agent de surveillance de la voie publique est habilité à faire retirer les vélos qui ne roulent plus et qui encombrent l'espace public. Donc ce vélo est toujours à la même place puisque nous avons un logiciel où nous avons rentré des données bien spécifiques avec photo à l'appui et on voit bien que le vélo est toujours là, au même endroit. Après un premier avertissement au propriétaire via cet autocollant et quelques jours de sursis, le deux roues est enlevé par un agent de la métropole. Aujourd'hui, on s'est prévu, à mon avis, 110 de soixantaine de vélos. Au total, près de 100 vélos épaves seront retirés d'ici les prochaines semaines. Mais dans le centre-ville de Bordeaux, il reste encore beaucoup à faire. Alors effectivement, c'est un phénomène qui est en augmentation à Bordeaux. Alors pour des bonnes raisons, c'est qu'il y a de plus en plus de vélos, mais parallèlement, de plus en plus de vélos épaves qui viennent gâcher l'espace public, qui viennent aussi prendre des places à des gens qui veulent se garer. Il y a de plus en plus de personnes qui sont en vélo à Bordeaux et donc ça pose un vrai problème de tenue de l'espace public. Les vélos enlevés pourront être récupérés par leurs propriétaires dans un délai d'1 mois. Passé cette période, les deux roues seront transformées ou recyclées. On se demande souvent ce que deviennent les produits invendus de nos supermarchés. Figurez-vous qu'une partie sont utilisés pour fabriquer de l'énergie verte. Un biogaz qui est notamment utilisé pour produire de l'électricité, de la chaleur, mais aussi du carburant, tout en respectant davantage la préservation de la planète.
Explication en Ille-et-Vilaine avec ce reportage de TVR, Laure Petit et Tristan Mahé. Dans ce supermarché, ces fleurs invendues sont déposées dans ces bacs verts réservés aux biodéchets. On ne mélange pas les produits organiques et les produits, je dirais, emballés, et on dissocie les deux. Voilà. Et le camion récupère toutes les semaines les différents bacs. Les bacs rejoignent ce site de traitement. Une fois passé le contrôle qualité et sanitaire, les biodéchets sont revalorisés. Ils deviendront de l'engrais pour les champs ou du gaz renouvelable. Les déchets qui arrivent ici sont préparés, c'est-à-dire qu'on va enlever tout ce qui est emballage plastique, on va en réaliser une soupe. Elle va subir par exemple un broyage de 12 mm. On va la chauffer à 70 degrés pendant 1 heure, donc ce qu'on appelle l'étape d'hygiénisation. Et ensuite une dernière étape qui va être la surfiltration, qui va nous permettre de garantir qu'il n'y ait pas de plastique dans les soupes, parce que c'est un sujet très important. On ne veut pas derrière polluer nos sols pour que cette filière reste durable. Ensuite, après cette étape de surfiltration, elle est envoyée en méthanisation. Ce gaz vert issu de la méthanisation permet de réduire l'utilisation de gaz fossiles importés d'autres pays. Il faut savoir par exemple que Rennes Métropole fait rouler 50% de sa flotte de bus métropolitaine au bio-GNV, donc qui est le carburant issu du biogaz. En Ille-et-Vilaine, 12% de gaz renouvelable sont consommés, c'est 3 fois plus qu'au niveau national. Avant de faire rêver des millions de spectateurs, la célèbre caravane du Tour de France se fabrique dans l'ombre parfois. À Pantin, en Seine-Saint-Denis, équipe technique et designer s'activent pour donner vie à cette caravane Total Énergie que vous pourrez retrouver bien évidemment tout au long du Tour de France. Alors entre précision, créativité et sécurité aussi, plongeons dans les coulisses rarement dévoilées de sa fabrication très sophistiquée. Reportage de Christophe Rigaud. Dans cet atelier de région parisienne, il ne reste que quelques jours pour finaliser la construction de ces véhicules de la prochaine caravane du Tour de France. Aujourd'hui, accompagnée de Benoît, Julie est venue régler les derniers détails. Ah, puis super, on a le top. On s'assure que le rendu est conforme à ce qu'on a validé sur plan et sur visuel 3D. Et puis on vérifie bien évidemment que les détails concernant notre marque et nos messages sont bien magnifiés sur les différents véhicules de la caravane. Et c'est le cas, donc on est très contents. Fabriquer ces véhicules, qui sont tous des prototypes, relève le plus souvent du tour de force. On a des serruriers, on a des menuisiers, on a des peintres. On a des gens qui font de l'enduit, de la résine, des gens qui sont là pour assembler, pour faire les finitions. Sur 4 véhicules, on va dire qu'on a peut-être une bonne vingtaine de personnes différentes qui vont intervenir. Des chars, tous plus créatifs les uns que les autres, qui doivent aussi respecter une réglementation stricte. Ne pas dépasser telle hauteur, telle longueur, tel porte-à-faux. La caravane, comme c'est des véhicules, on accélère, on freine, on tourne. Donc il faut forcément que le personnel qui est debout en action soit sécurisé. Quelques jours plus tard, on retrouve notre caravane sur le départ du Tour, à Carcassonne. Pour les marques, la caravane, c'est surtout une occasion unique d'aller à la rencontre du public le long des routes de France. Notre ambition sur le Tour de France, c'est de rendre visible Total Énergie, de rendre visible notre marque. Et puis, c'est de montrer, si on avait encore besoin de le montrer, que Total Énergie est aux côtés des Français, sur la route et chez eux, à leur domicile, à la maison. C'est vraiment l'occasion d'être partenaire de cet événement qui montre la beauté de tous les territoires français. Sur les routes, il faudra mettre l'ambiance, et c'est le rôle de Stéphane. On est là pour ambiancer, donner une bonne image de marque, offrir les goodies aux gens qui sont rassemblés sur le bord des routes, deux fois depuis de longues heures. Après avoir quitté Carcassonne et sa célèbre cité, la distribution des goodies peut commencer. Les maillots. Oui, on les met. Merci, on vous aime. Merci, on vous aime aussi. Sur le char, des hôtesses bien harnachées distribuent les très attendus maillots. Et c'est plutôt sportif. L'ambiance de la caravane du Tour de France, faut vraiment la vivre de l'intérieur. Comprendre ce que c'est la ferveur des hommes, des femmes, des familles. C'est énorme, hein, c'est parfois la première raison pour les gens de venir se mettre sur les bords des routes du Tour. Cette année, la caravane du Tour va parcourir plus de 3300 km sur les routes de France. Alors retenez bien votre respiration maintenant, je vous propose une immersion au cœur d'une compétition d'apnée. L'apnée, c'est une discipline qui demande performance et contrôle de soi. Les clubs d'ailleurs enregistrent une augmentation des adhérents partout en France. Reportage de Vosges TV à Épinal, regardez.
La discipline est toujours impressionnante. 7 athlètes ont participé à une compétition régionale d'apnée indoor, sélective pour le championnat de France, organisé par le club de plongée d'Épinal. La journée a débuté par l'épreuve d'apnée statique. Immobile, la tête entièrement immergée, la plupart des compétiteurs vont tenir plusieurs minutes. Un défi sportif qui est aussi un combat intérieur. D'abord, on a une phase qui est très agréable, où on n'a pas du tout envie de respirer. Ça peut durer 2-3 minutes, ça dépend des personnes. Et puis après, on rentre plutôt dans une phase de lutte, où là, c'est le diaphragme qui nous rappelle qu'il faut penser à respirer, il faut sortir. Là, je crois que je suis sortie à 4h30. On est loin du record du monde en apnée statique qui approche les 12 minutes détenues par un Français. Un sport qui exige également une préparation mentale, du silence et de la relaxation. Les apnéistes repoussent leurs limites et chaque remontée à la surface est surveillée de près. Juste faire le signe OK. Il n'a rien d'autre à faire et il a 20 secondes pour faire ce signe. Ils sont tellement conditionnés qu'en fait quand ils sortent, le signe OK, ils le font systématiquement à l'entraînement. Donc le signe OK, il se fait tout seul. C'est pour ça qu'on garde un œil sur eux très très longtemps derrière. La compétition s'est poursuivie avec les épreuves d'apnée dynamique, avec ou sans palme. Les plus jeunes peuvent aussi pratiquer l'apnée. Le club d'Épinal les accueille dès 6 ans. Victor et Titouan ont trouvé leur élément. Franchement, on se sent léger. On ne pense pas à grand-chose. En fait, notre cerveau, il pense à rien. On est tranquille. Pour les enfants, on ne va pas faire des compétitions comme on a là pour aujourd'hui, mais c'est sous forme de jeu ludique. Et on s'aperçoit que les enfants adorent ça. Et dans la section, là, on a un petit autiste. Et justement, c'est un bel exemple parce que l'apnée, d'être sous l'eau, ça calme. Le doyen du club de plongée d'Épinal a 70 ans. L'apnée attire de plus en plus de pratiquants, comme simple loisir ou en compétition. Une montée en puissance qui verra peut-être ce sport intégrer les Jeux Olympiques. Tout autre chose, en 2025, 216 000 personnes ont été victimes de violences physiques en France. Ce chiffre alarmant pointe l'augmentation des agressions de rue. Alors pour lutter contre ce fléau, des cours de self-défense ouvrent un peu partout dans le pays et les participants se font très nombreux. C'est le cas, vous allez le voir, à Cholet, dans le Maine-et-Loire. Reportage de la télévision locale du Choletais, nos partenaires. Être en capacité de se défendre en situation d'urgence demande de la formation et bien souvent les femmes ne bénéficient pas de cet apprentissage. En cas d'agression, elles peuvent se sentir impuissantes, mais ce n'est pas une fatalité, d'autant que depuis novembre dernier, Cholet Boxe Française a lancé une section défense. Pour revenir aux études que j'ai lues sur la sociologie un petit peu des agresseurs, c'est que les gens qui agressent sélectionnent des gens qu'ils vont pouvoir agresser. Donc là, le but, c'est que les gens se sentant à l'aise, ils ne vont pas dégager une sensation de faiblesse. Et donc, en fait, ça devrait déjà mettre quasiment fin à tout début d'agression. Une paire de baskets, une tenue confortable et pour le reste, c'est le club qui fournit. C'est un sport de self-défense, mais évidemment, on ne porte pas les coups. On travaille avec des gants, on travaille avec des paos, on travaille avec des pattes d'ours, ou on travaille à main nue, mais dans ce cas-là, évidemment, tous les coups ne sont pas portés. Et quelques femmes ont sauté le pas. Tous les vendredis, Nolwenn enfile ses gants de boxe. Elle témoigne. Alors moi, je suis déjà adhérente de Cholet Boxe Française, donc je pratique la boxe française déjà depuis quelques années. Là, l'idée, c'était de découvrir une autre discipline, notamment pouvoir m'initier à des gestes... peut-être des gestes de rue, parce que bon, ça peut être des cas d'agression, des craintes qu'on peut peut-être traverser. Ça m'est jamais arrivé personnellement, mais on n'est jamais à l'abri. Les gestes que je fais moi à la boxe, j'ai aucune idée. Est-ce que dans la rue, je serais capable de les mobiliser ou pas? Alors concrètement, qu'est-ce qu'on apprend? Savoir se protéger la tête, par exemple. Ça n'a rien à voir avec la garde qu'on prend en boxe. Là, on a vraiment une autre approche. C'est parfois des réflexes aussi, pas forcément liés à des gestes, mais à comment se sortir d'une situation. Par exemple, quand on arrive dans une pièce, repérer les issues de secours, les portes de sortie pour, si jamais il se passe quelque chose, savoir rapidement par où passer. Et puis, le saviez-vous, partout en France, les pompiers possèdent des unités cynotechniques. Ces équipes sont spécialisées dans la recherche de personnes ensevelies lors d'effondrements. Et pour cela, ils utilisent l'odorat des chiens. En Corse, par exemple, les pompiers comptent 3 équipes. Écoutons le chef de cette unité au micro de Télépaisé, Mathilde Adam et Marie-Lou Guillet.
Le nombre d'interventions par an, elle se situe entre 10 et 12. C'est pas énorme. On a du mal à faire décoller ce genre de spécialité et c'est beaucoup basé sur la recherche de personnes. Donc qu'elles soient ensevelies ou égarées. Toute race est possible à prendre. Ce qu'on cible, c'est pas une race, c'est une personnalité du chien. En fait, on veut des chiens joueurs, mais des chiens qui ont du mental. Quand je dis du mental, c'est des chiens qui sont capables, un peu rudes, de supporter le froid, de supporter le travail un peu long. Souvent, on voit des bergers parce qu'ils ont cette capacité à travailler plus facilement. Mais on pourrait trouver d'autres chiens dans d'autres races. Il ne faut pas cibler une race, mais l'individu. Il faut savoir qu'on forme le chien et l'homme en même temps. C'est un binôme, maître-chien. Si un des deux chute, c'est les deux qui ne sont pas validés. Et même au terme de la carrière du chien, le maître, à la reprise d'un chien, repasse ses diplômes. Il ne le garde pas. Donc la formation est ciblée, on monte un chien et son maître en même temps. Et puis ça va vous ouvrir l'appétit, voici un pizzaiolo pas comme les autres. Quentin Soré est triple champion de France et vice-champion du monde de pizza acrobatique. Il manie la pâte à pizza avec une aisance déconcertante, vous allez le voir, et Moselle TV l'a rencontré, Emma Facchetti. Il manie la pâte à pizza comme personne, même les yeux fermés. J'arrive toujours à capter la pâte, je sais qu'elle est dans la main gauche, bon là je la touche c'est normal, mais après quand on la jette c'est un petit peu plus délicat. Il faut toujours avoir un point de contact avec la pâte. Et quand on n'a pas de point de contact, par exemple là, c'est vraiment plus difficile. Lancer de pâte, passage sous la jambe, rotation du corps, aucun mouvement ne lui résiste, ou presque. Il y en a un qui est difficile et que le japonais il arrive très bien à faire, mais qui demande une souplesse que j'ai pas, c'est à le faire tourner comme ça sur un doigt et à le passer comme ça sur l'autre doigt, tout en le maintenant la rotation et arriver comme ça. Ben, c'est impossible. Enfin, c'est très... J'ai essayé, je suis là et en fait, j'arrive pas. Quentin Soré excelle dans l'art de la pizza acrobatique. Pizzaiolo depuis plus de 15 ans, le trentenaire est triple champion de France en 2022, 2023 et 2024 et vice-champion du monde en 2024. Il y a surtout une souche à apprendre, qui est le mouvement du 8, qui est celui-ci, qui revient entre chaque combo de mouvement. Et donc ce 8, on peut le faire avec une main, avec l'autre main. Une fois qu'on a ça, ben, c'est une super base pour aller plus loin dans tous les mouvements. C'est vraiment le fait de trouver de l'amusement au travail. Loin de la scène, le champion retrouve son four chaque soir dans sa pizzeria à Étanges-Grande, où il prépare entre 40 et 150 pizzas par service. Vous voyez, hop, 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 et c'est bon. Après, elle va continuer à grandir et à devenir trop fine jusqu'à se percer. Sa petite notoriété fait son petit effet auprès des clients. Ça parle, ça fait que les gens reviennent vite avec de la famille, avec des amis, avec des arguments. Venez voir le pizzaiolo chez moi, il est trop bien. Il voit un peu de magie dans ce que je fais, donc c'est gratifiant en tout cas pour moi. Le triple champion de France de pizza acrobatique compte bien de nouveau faire virevolter ses pâtes à pizza au prochain championnat du monde en 2027. Ok, parfait, bonne journée également, à bientôt. Et puis, le saviez-vous, il existe des boîtes à pizza consignées. Fini les célèbres boîtes en carton, ce pizzaiolo du Tarn propose depuis le début de l'année des boîtes réutilisables. Une démarche écologique très appréciée par ses clients. Explication avec la dépêche du midi, Léo Rébérol. Allez, merci. Un client habitué qui vient souvent avec ses boîtes pour récupérer les boîtes, pour récupérer ses pizzas dans des boîtes réutilisables. Alors là, je l'avais déjà mis dans une boîte en carton, sa pizza, mais c'est pas un problème, je la reprends de suite. Alors ça, c'est une boîte à pizza réutilisable. C'est fait pour mettre nos pizzas et ça évite les boîtes en carton en fait. Les clients me la ramènent, je mets la pizza dedans et ils la récupèrent chez eux. C'est eux qui la lavent, un coup de lave-vaisselle ou un coup de chiffon et c'est reparti pour un tour. Bon appétit, à la prochaine. Ciao, bon app. Et puis voilà, partons maintenant à la rencontre d'un duo improbable. Nolwenn est une jeune femme de 19 ans qui a décidé de faire des balades sur le dos de sa vache. Ensemble, elles se baladent aux alentours de la ferme des parents de Nolwenn et cette vache se laisse monter, vous allez le voir, comme un cheval. Rencontre proposée par notre partenaire Télénantes, regardez. Viens. Oui, il y a une marche, hein, je te préviens. Là, on va faire une petite promenade, quoi, tranquille, hein, je prends pas trop la tête, j'ai décidé de la monter aujourd'hui, donc ouais, c'est parti. Hein.
C'est parti pour un tour à dos de vache, une histoire de complicité et de confiance qui remonte au Covid. Saline est née en 2021 à la ferme familiale avant d'être offerte à Nolwenn. Une alchimie s'est vite créée entre la jeune femme et l'animal. On a commencé à sortir, tout ça, et puis elle était petite, elle allait dehors et tout, et puis on a continué l'histoire, et puis un jour du coup... Je me suis dit qu'on montait des chevaux, alors pourquoi pas essayer avec ma vache si elle le voulait, parce que c'est aussi une question de principe que si l'animal il a pas envie, je vais pas forcer quoi. Les parents de Nolwenn, éleveurs, sont méfiants au début. Ils craignent la chute, mais laissent finalement leur fille aller au bout de ses idées. À deux, on montre que tout est possible, quoi. Je dis moi, mais aussi elle, parce que mine de rien, c'est pas sur un cheval que je suis actuellement, quoi. Il y en a, ils font tout ça avec des chevaux, moi je fais ça avec ma vache. Un peu de voltige, du trot, Nolwenn s'amuse avec Saline, celle qui a fait de l'équitation dans son enfance, a dressé sa comparse comme un cheval. Je lui ai appris à s'arrêter, à tourner. Vu que je l'ai habituée toute petite à tout ce que je peux trouver, elle n'a pas peur des voitures, elle n'a pas peur des chiens. Mais Saline et Nolwenn, c'est bien plus qu'une histoire de dressage. C'est ma confidente, je lui raconte toute ma vie depuis des années. Elle en sait bien plus que tout le monde. Elle connaît tout dans les moindres détails. C'est aussi comme une thérapie, quoi. Après la pause gourmande, hop, toboggan. Saline s'en va rejoindre ses copines, 200 vaches laitières occupées à brouter paisiblement. C'est sûr, la chouchoute du troupeau doit faire quelques envieuses. Et puis voici une exposition d'art tout à fait originale. La métropole de Troyes a décidé de faire vivre ses communes rurales avec une exposition d'œuvres monumentales en plein air et réalisée par des artistes internationaux. Canal de 32 s'est rendu sur place pour vous faire vivre cet événement. Regardez. Inspiré de Las Vegas, ce panneau accueille autant qu'il interpelle les visiteurs à Lusigny-sur-Barse. Quelques kilomètres plus loin, sur la commune de Verrières, un iceberg fond au beau milieu d'un étang. Vous n'êtes pas pris d'hallucination, mais simplement invité par Troyes Champagne Métropole à découvrir l'exposition « L'art est dans le pré ». On a eu énormément de candidatures d'artistes. 380 candidatures pour 10 artistes finalement sélectionnés. Mettre en lumière la beauté de la campagne à travers des œuvres monumentales, c'est l'ADN du projet artistique. Projet d'installation qui s'appelle WIN, c'est des habitats volés par les vents, qui parle du réchauffement climatique, de toutes ces tempêtes qui nous arrivent de plus en plus souvent et qui emportent des fois des maisons. Moi, j'ai pris ça de manière très ludique. Disons que les cabanes s'envolent, elles tombent tête en bas et on se reconstruit tête en bas. Signe de la notoriété que semble avoir pris l'événement, plusieurs artistes internationaux ont posé leur candidature, à l'image de Kai Eshigo. L'artiste japonais présente son voile de lumière à Montreuil-sur-Barse. Pour moi, c'est très intéressant de créer des œuvres artistiques dans un environnement naturel. Souvent, les œuvres sont dans le cœur des grandes villes. Pour les gens riches, ça offre l'opportunité aux gens de découvrir de nouvelles choses autour de la nature, du patrimoine et des constructions historiques. 10 œuvres dans 10 nouvelles communes sont à découvrir. Un programme d'action et un circuit découverte ont été imaginés pour faire vivre l'exposition. Le circuit se présente comme un circuit touristique que vous pouvez faire à pied, que vous pouvez faire en voiture, que vous pouvez faire à vélo. Et puis, il y a un certain nombre d'animations, des ateliers yoga, des ateliers peinture. L'art est dans le pré se poursuivra jusqu'au 9 novembre. Une 3e édition se tiendra dans 2 ans. Et puis pour suivre un reportage tout à fait passionnant, je vous propose de découvrir le métier d'accordeur et de restaurateur de piano. Un métier où tout repose sur l'oreille et la précision du geste. Regardez ce reportage proposé par 8 Mont-Blanc, Myrtille Laurent Bourriot et Margot Ferrer. Pas besoin d'ouvrir l'œil pour ce métier. Ici, le seul outil vraiment indispensable, c'est l'oreille et la clé d'accordage. Je suis en train d'accorder ce qu'on appelle une octave, un Fa et le Fa supérieur, une octave. C'est au conservatoire d'Aix-les-Bains que Paul Macari s'affaire aujourd'hui. Il accorde un piano qu'il a lui-même restauré.
Chaque séance prend entre 1 et 2 heures. À la différence d'un violoniste ou d'un guitariste, très peu de pianistes sont capables d'accorder leur propre instrument. Donc dans un piano, déjà, tu as à peu près entre 230 et 235 cordes. Un piano, en fait, c'est un instrument, comme tous les instruments, vivant. Il est fait de métal, il est fait de bois, il est fait de cuir. Et en fait, le piano, selon les hygrométries, selon le fait qu'il soit joué ou pas, va toujours bouger un petit peu. Le piano vit au rythme des saisons. En moyenne, il est accordé 1 fois par an. Le piano a toujours tendance à se désaccorder. Parfois, il peut monter au-dessus de la justesse, c'est-à-dire avoir des cordes qui se tendent ou souvent d'ailleurs avoir des cordes qui se détendent. Sur ce piano imposant, chaque corde supporte environ 70 kg, multiplié par 230 cordes, et l'instrument totalise près de 15 tonnes de tension. Mais Paul Macari n'est pas seulement accordeur. Dans son atelier, il restaure également des pianos, parfois entièrement démontés, réduits au silence. Pour moi, la restauration, c'est vraiment le cœur du métier, c'est-à-dire qu'on repart d'un piano de A et on va l'amener jusqu'à Z. Par exemple, quand on va remettre les cordes, eh bien, on va refaire un plan de cordes, on va aller rechercher des nouvelles codes, parfois des nouveaux matériaux. Mais devenir expert demande des années de formation. Pour former un accordeur abouti, je dirais qu'il faut entre 6 et 7 ans. On est dans un métier qui n'est pas du tout en voie de disparition, mais qui n'est pas du tout non plus en voie de développement. Aujourd'hui, environ 700 accordeurs et 150 restaurateurs exercent en France. En Savoie, ils sont à peine 4 à perpétuer ce métier rare, un travail de doigté et d'oreille qui fait toujours vibrer Paul Macari, héritier d'un savoir-faire transmis de père en fils. Merci d'avoir partagé cette rétrospective du Grand JT des Territoires avec nous. À très bientôt pour une nouvelle édition. Au revoir à tous.